toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous aviez apprécié la vidéo d'hier. Je voulais vous faire une vidéo en ce samedi matin qui va durer tout le week-end par rapport au discours de Jérôme Powell. 2 phrases à retenir, on va les reprendre ensemble, et également quelque chose peut-être de capital qu'on omet de dire, pourquoi pas sur les médias traditionnels ou sur les réseaux sociaux, puisque on est plutôt en train de dire que c'est la faute des banques centrales. Je ne pense pas, en tout cas pas dans sa globalité, et j'aimerais vous donner mon raisonnement. Je sais qu'il est suivi par un grand nombre d'entre vous, et j'aimerais tout simplement le remettre en évidence. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. N'hésitez pas, le lien sur la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre le style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen ou long terme. On commence avec Bitcoin relativement rapidement, un petit peu de volatilité, on s'y attendait. On fait quand même des petits pumps de plus ou moins 4%, c'est quand même pas mal l'histoire, voilà, 3-4%. Donc un peu de volatilité, on va chercher le haut de range pour aller récupérer les bas de range. Donc les range traders se régalent dans ce magnifique range, on attendra potentiellement une résolution, peut-être un fake out. Donc généralement, si on a l'impression ou si on a le sentiment que le discours de Jérôme Powell est plutôt baissier, plutôt hawkish, plutôt pessimiste, parce qu'il va continuer à durcir sa politique monétaire, bien évidemment, par rapport à son augmentation des taux. Ce qui était très intéressant pendant son discours, c'était juste ici par rapport aux probabilités d'une augmentation des taux à plus 50%, ou plus 0,5%, ou plus 0,75%. Et bah réellement, c'est passé à 60-40 côté 50, et puis c'est repassé après à 55-54 pour plutôt du plus 0,75. J'ai trouvé ça très marrant. C'est très difficile en réalité, dans un moment de volatilité, de pouvoir se positionner à la hausse ou à la baisse. Généralement, c'est plutôt du Shopee, c'est plutôt de la machine à laver. Donc soyez extrêmement vigilants, bien évidemment. Personnellement, je ne le joue pas. Mais je serais très curieux que si la majorité ou une maigre majorité se met du mauvais côté du mouvement, bah potentiellement si on est trop baissier, ça viendra chercher les stops évidents pour continuer notre scénario qu'on s'est mis en place depuis le début de la semaine par rapport à un retour vers les 20 000 $, 19 300 $, voire un petit peu plus bas, ou ça, dans une zone de rechargement d'achat court terme entre les 0,610 et les 786. J'attends cette zone potentiellement pour me positionner sur quelques actifs financiers, peut-être acheter du Bitcoin en fonction de la psychologie ambiante que je pourrais découvrir avec vous, notamment sur le Discord, pour savoir si oui ou non je remets une pièce dans Bitcoin, toujours en mode dollar cost average, en lissant mes achats patiemment vers le bas. Ça, c'était super important. On reprend juste un tout petit peu de recul, donc le scénario ne se modifie pas d'un jour à l'autre, bien évidemment, malgré qu'on puisse me dire que je suis permaboule. Je ne suis pas permaboule, mais toujours pareil, dans une zone de rechargement d'achat très long terme, et bien évidemment, je suis plutôt haussier, puisque on est plus proche des bottoms de marché que des tops de marché, jusqu'à preuve du contraire. Reprenons du recul, et essayons de regarder ce qui s'était en réalité passé par rapport à des bottoms de marché précédents qui avaient été posés dans la douleur et dans la difficulté, et c'est toujours la même chose par rapport à ces fameux bear flags, parce qu'ils passent beaucoup ces bear flags. Vous avez ici des drapeaux, hop, un petit bear flag, ici, continuation baissière. Ici, vous avez un petit bear flag, ici, continuation baissière. Ici, vous avez un petit bear flag, potentiellement continuation baissière. Jusqu'à où? Jusqu'à temps de poser des bottoms définitifs, avec des vraies constructions, des W weekly dans des W weekly, et au-dessus des 25 000 $, vous vous rappelez, cette énorme barre jaune qu'on avait positionnée ensemble, c'était juste avant les vacances, donc c'était fin juillet, a bien été rejeté, jusqu'à preuve du contraire. Bon, il y avait beaucoup aussi de confluence par rapport à Ichimoku Kinkoyo. Je sais que beaucoup l'ont joué, je l'ai vu dans le Discord, que beaucoup ont shorté ces 24 500 ou 25 000 $. Attention, le marché donne raison aux impatients, mais récompense le plus souvent les plus patients. Reprenons un petit peu ces fractales en AB égale CD. Elles se entre guillemets, résout de façon assez mécanique, et le plus souvent, en réalité, c'est assez majoritaire. Vous avez ici un AB égale CD, par exemple, juste là, parfaitement réalisé. Vous avez un autre AB égale CD, jusqu'à preuve du contraire, ici, AB, pardon, hop, je reste en weekly, alors vous en avez d'autres juste avant, mais je suis en weekly, AB égale CD, parfaitement réalisé juste ici, AB égale CD, et vous en avez d'autres plutôt à la hausse ici, en AB égale CD, qui est parfaitement réaliste et qui est parfaitement atteint son objectif. Ok, vous en avez un autre qui tourne pas mal sur les réseaux sociaux, c'est normal. Un énorme AB égale CD, donc ce sont des targets généralement de ratio de 1 pour 1, ici, qu'on peut aller chercher sur des premiers arrêts qui nous enverraient potentiellement aux 12 000 $. Et je vous le dis depuis plusieurs mois, potentiellement, qu'il faut toujours garder du cash et jamais se surexposer sur les marchés financiers, encore moins sur les crypto-actifs, puisqu'il faut potentiellement s'attendre à un retour ou un tour sur les 12 000 $. Les news accompagneront ce retracement ou cette forme de capitulation ou cette poursuite de capitulation par des news fondamentales extrêmement fortes et extrêmement négatives. Donc je vais essayer potentiellement de vous gommer quelques biais psychologiques par rapport à ça, puisque qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui ne se passe pas actuellement, qui s'est passé actuellement? En réalité, c'est le nombre d'ordres qui attendent sous ces niveaux de prix.
En réalité, on ne se rend pas compte du nombre d'ordres qu'attendent ici à être fill. Malgré que par rapport au précédent cycle, on tend à venir, notamment sur Bitcoin ou Ethereum, sur les 886. Donc ici, ce serait potentiellement les 10 000 $. Mais si on fait un tout petit tour au niveau de notre order flow, c'est assez intéressant d'observer ce qui se passe actuellement, notamment sur Coinbase. En réalité, on n'imagine pas le nombre d'ordres en dessous, en réalité, de ces précédents lots qui attendent patiemment d'être fill. Et c'est pas uniquement sur Coinbase, c'est sur tous les échangeurs, en réalité. Vous pouvez aller sur Bitstamp, vous avez des ordres ici, et ce sont des ordres relativement massifs. Et c'est pas des petits ordres, hein, c'est des gros ordres. Si je passe à 20 000 coins, c'est quand même pas rien. 20 000 coins, pour le coup, vous avez quand même du monde, alors que vous avez beaucoup moins de monde précédemment. On continue avec d'autres, Binance, par exemple. Vous avez également des ordres relativement massifs qui attendent sous ces précédents lots. C'est exactement ce qu'on avait observé ici. On avait déjà fait cet exercice-là. Rappelez-vous, on peut partir avec Deribit, par exemple. C'est assez similaire. Vous avez des ordres qui attendent. Alors, un tout petit peu moins, mais pour le coup, j'étais peut-être un tout petit peu trop gourmand. Oh, ouais. Oh, pas tant que ça sur Deribit. Beaucoup plus des options sur Deribit. D'ailleurs, vous avez un... Ça, c'est intéressant. Hop, on le reprend juste là. Par rapport à la target, vous pouvez faire une petite chasse à la liquidité, file ces ordres-là, donc 22 000 $, 22 500 $, pour faire une continuation baissière. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent les Holot Wave sur Deribit, sait-on jamais, allez savoir. Et on continue avec d'autres, bien évidemment, hein. Si vous prenez BitMEX, c'est relativement similaire, vous avez des ordres, évidemment, qui attendent en dessous ces précédents lots, et en réalité, pour donner un maximum de frustration, malgré que le marché soit brutal, eh ben, c'est intéressant pour le marché de ne pas venir en réalité file ces ordres-là, pour les faire acheter où ? Beaucoup plus haut. Pour les faire acheter où ? Beaucoup plus haut. Et après, vous aurez des objectifs. Ici, premier arrêt, les 30 000 $, la target d'MS, 33 000 $, target de JP Morgan, Goldman Sachs aux alentours des 38 000 $, premier arrêt de tout le précédent mouvement. Et c'est potentiellement ici, dans notre fameuse boîte de Pandore, qu'on a beaucoup énuméré dans les vidéos de Bitcoin, qu'on devra prendre une décision et que peut-être nos chemins vont se décroiser. J'ai envie de dire. Pourquoi ? Puisque ici, peut-être que vous serez extrêmement bullish, ou la grande majorité du Discord sera extrêmement bullish, alors que moi, je hedgerai très fortement mon portefeuille d'investissement. D'ailleurs, j'aimerais vous en parler parce que j'ai eu une demande dans le Discord, et j'avais eu plusieurs demandes dans ce sens-là par rapport au hedge position. Donc je ne le reprends pas par rapport au petit tuto que vous avez au niveau de la playlist pédagogique sur les rois du Bitcoin. Vous avez directement sur la chaîne des rois du Bitcoin, vous avez une playlist pédagogie, allez voir, hein, Fibonacci, vous avez beaucoup d'informations psychologiques, techniques, tout ce qu'on a sur le Discord, etc. Je vous invite à potentiellement y faire un petit tour si vous ne la connaissez pas, cette playlist pédagogie des rois du Bitcoin. Et je reprends juste très rapidement par rapport à des hedge positions. C'est difficile de les tenir. On m'a posé la question, est-ce que Hermès, depuis 3 mois, tu tiens ton hedge position, notamment sur Binance? Oui, d'ailleurs, j'ai remis un petit peu, parce que ça coûte cher, en réalité, pour le coup, les frais de financement, sur ce hedge position. Donc, je reprends l'exemple très simple. Ici, je vous avais dit, faites attention, si vous ne tenez pas au niveau de la cadence, prenez des profits, soulagez vos bagues, parce que c'est pas bullish qu'on est en train d'observer, malgré qu'on soit sur des bottoms de marché. Si c'est trop difficile pour vous, sortez. Et j'avais donné un dernier point vraiment capital, c'était aux alentours des 28 800 $, me semble-t-il, c'était juste ici, et là j'ai pris un short de couverture à hauteur, alors j'avais fait un levier x10, que derrière j'ai repris sur un levier x5, mais on peut rester sur un levier x10, il n'aurait potentiellement pas été pris, et on avait d'ailleurs beaucoup partagé ça sur le Discord des rois du marché, je vous avais montré, vous pouvez peut-être le retrouver dans le light trading sur le Discord d'ailleurs, c'était aux alentours, c'était là, il me semble, hein, je crois que c'était par la 30 mai, fin mai, début juin, reprenez-le, et vous aviez deux possibilités, soit un levier x5, soit un levier x10, et vous n'aviez pas été inquiété jusqu'à maintenant en réalité. Mais il coûte cher. Exemple, j'ai un portefeuille de 10 000 € investi. Ça veut dire que mon capital investissement investi à l'heure actuelle est de 10 000 €. Si je veux couvrir l'intégralité de mon capital investissement, il est très simple, sur un levier x10, je fais 1 000 €, levier x10, je couvre 10 000 €. Or, il y a des frais de financement. Et depuis en réalité ici, vous avez grosso modo 2 mois et demi, on va arrondir à 3 mois, on peut dire 80-90 jours, de couverture par rapport à votre hedge position. J'y suis encore, j'ai rajouté à ma position, je devais le faire par rapport à Binance, sinon vous savez, vous ne pouvez plus le faire à partir du 2 août, je crois, je l'ai fait juste avant de partir en vacances, j'ai remis quelques centaines d'euros, c'est pas très grave, mais dans l'idée, je vous explique juste la mécanique. Vous avez 1 000 € levier x10, donc 10 000 €. Si vous mettez un short de couverture de 1 000 € là-dessus, si au bout de 3 mois, sur un taux de financement, on va dire VIP 0, parce que vous avez sur les contrats futurs, vous avez en fait des frais, plus vous tradez, plus les frais baissent, évidemment, mais sur un taux assez régulier sur les contrats futurs, c'est 0,02%, et en fait, c'est extrêmement simple. Au bout de 3 mois, vos 1 000 € vous auront coûté grosso modo 500 €. C'est ça la réalité. Donc si vous prenez un shot de couverture ici et que vous le tenez
jusqu'à ici, sur un levier x10, grosso modo, ça vous a coûté 500 €, un tout petit peu moins de 500 €. Si vous faites un levier x5, dès lors, vous avez toujours un capital à couvrir de 10 000 €, mais vous mettez 5 000 € en collatéralisé, à ce moment-là, vous ne payez plus 470 ou 500 € de frais de financement pendant 3 mois, parce que ça peut encore durer pendant peut-être 3 mois supplémentaires. À ce moment-là, vous n'aurez qu'à peu près 240, 250 € de frais de financement à faire. Et ça, il faut le prendre en considération. Dès lors, je vous donne mon astuce, je le fais très régulièrement. Tout simplement, je stake quelques cryptoactifs qui me permet en fait de couvrir ce frais de financement. Exemple, Atom. J'ai beaucoup staké beaucoup d'Atom, par exemple, pour essayer de couvrir mes hedge positions. Vous pouvez aussi faire dans ce sens-là. Et si vous ne voulez pas entendre parler des frais de financement, à ce moment-là, vous avez d'autres possibilités, comme par exemple les options de put et de call qui peuvent vous être proposées. Et là, vous avez en fait ce qu'on appelle la prime, si vous voulez, de départ, que vous connaissez, le montant de perte maximale par rapport à votre option. Et à ce moment-là, vous savez exactement combien de temps vous allez le tenir, généralement. Et vous pouvez le tenir peut-être 3 mois, peut-être 6 mois, peut-être 1 an, et vous prenez des options de put et de call, et c'est une autre manière, entre guillemets, de hedger son portefeuille d'investissement. Les institutionnels le font énormément. Voilà, je voulais juste être clair par rapport à ça. Prendre un hedge position sur la durée coûte cher. Prendre des longues sur la durée coûte cher. Dès lors, on peut partir du principe que les personnes qui ont pris des leviers en x10 là-dedans, ou même des leviers en x5 là-dedans, à partir du principe qu'il y en a beaucoup moins aujourd'hui ici, s'ils n'ont pas collatéralisé en réalité leur vente à découvert. Parce que ça coûte vraiment de l'argent. Ça coûte vraiment de l'argent. Je reprends l'exemple, entre ici et ici, prendre un short de couverture en levier x10, et si vous mettez 1000 € en levier x10, donc 10 000 €, grosso modo, ici, sur votre collatéral, vous avez peut-être mangé 800 ou 900 €. Voilà, faites les calculs de votre côté. On peut en débattre si vous voulez sur le Discord des rois du marché, mais généralement sur des gros leviers supérieurs à x5, généralement on ne les tient pas longtemps. On ne les tient pas longtemps. Ce qu'on tient le plus longtemps, c'est généralement les leviers x2, x3, et la grande majorité des institutionnels qui utilisent ces effets de levier, comme ça je vous donne vraiment à peu près tout ce qui se passe un peu sur les contrats futurs, généralement, et surtout sur les algorithmes de trading, c'est grosso modo du 1,2, 1,1 ou 1,5 de levier. Vous imaginez que c'est même pas du levier en x2. Dès lors, on peut faire un tout petit parallèle par rapport à The Kingfisher. Partez du principe que ces clusters ici ne vont pas rester très longtemps. Parce que ça coûte extrêmement cher en réalité de faire des leviers en x10 ou en x12. Ici, c'est beaucoup de leviers x10, c'est beaucoup de leviers x12. x10, pourquoi ? Parce que c'est quelque chose de très simple en fait à comprendre. Vous le multipliez par 10, votre capacité entre guillemets d'emprunt. Donc c'est des choses qui sont assez arithmétiques et c'est pour ça qu'on peut éventuellement faire sur des rebonds haussiers, sur des bad range, haut de range de plus ou moins de 10%, sur une forme de volatilité sur les cryptoactifs. On peut dire qu'au-dessus de 10%, on a explosé des vendeurs à recouvert ou moins 10%, on a explosé beaucoup d'acheteurs en levier d'achat. Ceux qui seront plus difficiles à aller chercher, c'est plutôt ceux-là. Vous voyez qu'ils sont moins nombreux, aux alentours des 35 000 $, 36 000 $. Partez du principe que leur collatéral est beaucoup moins onéreux en termes de frais. Pourquoi ? Parce qu'ils sont plutôt en levier x2, plutôt en levier x1,5 ou plutôt en levier x2,2, x2,3. Dès lors, vous mettez beaucoup plus d'argent dans le collatéral et vous payez donc moins de frais par rapport à ce que vous avez emprunté. Mais toujours par rapport à ces frais de 0,002% ou beaucoup moins si vous êtes VIP 1, 2, 3, 4, Binance aussi sur les VIP, mais tous le font. Plus vous tradez et plus vous avez des gros montants et moins vous payez de frais, bien évidemment. J'espère que j'ai été clair. Donc voilà la petite astuce pour pouvoir payer ces marges, entre guillemets, ou ces frais de financement. Je stake des cryptoactifs, mais je perds plus d'argent que je n'en gagne. Vous pouvez bien l'imaginer, même si vous pouvez mettre des rendements sur 30 jours à 110% sur Axie Infinity, il faut vraiment qu'Axie Infinity ne se déprécie pas par rapport au moment de l'achat, parce que sinon vous êtes doublement perdant, bien évidemment. Voilà pour ça. On repart par rapport au petit taux de la Banque centrale américaine. J'espère que j'ai été clair, sinon on le reprendra dans une vidéo dédiée pédagogique. Peut-être que ça peut être intéressant avec des vrais exemples, notamment sur Bybit. Ce qui est intéressant d'ailleurs avec Bybit, je prends le parallèle, c'est que vous avez la possibilité avec Bybit d'avoir ce qu'on appelle des frais négatifs. Donc vous pouvez être payé, on vous donne des frais lorsque vous shortez le Bitcoin, ou on vous donne, entre guillemets, des frais, on vous rembourse des frais lorsque vous achetez le Bitcoin à levier d'achat, si les fundings sont plus ou moins négatifs ou positifs. Actuellement, ils sont plutôt négatifs. Donc faites attention pour ceux qui veulent prendre des shorts à découvert sur Bybit, vous risquerez de payer, bien évidemment. Et ils ne sont pas très nombreux à faire ce qu'on appelle les marges inversées. Voilà pour ça. C'est de la faute des banques centrales. En fait, je pense que vraiment, on va reprendre dans le contexte, on prend un tout petit peu de recul et on va écourter cette vidéo, elle ne va pas durer très très longtemps. Par rapport à la mission première de la Banque centrale, ça on est d'accord avec ça, l'objectif c'est la stabilité des prix.
ni plus ni moins. Je fais un relais par rapport au discours de Jérôme Powell. Son objectif d'inflation aux États-Unis est de 2% par an. Voilà, actuellement, on est à 8,5. Son objectif à Jérôme Powell, c'est de revenir à une inflation structurelle de 2% aux États-Unis. Entre guillemets, quoi qu'il en coûte, ou quoi qu'il le fasse. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'il a donné en fait une forme de longévité. Ce sera peut-être plus longtemps pour pouvoir revenir à des taux plus souples. Et ça, c'est super intéressant. En somme, il explique qu'il veut revenir à 2%, quel que soit le temps que ça va prendre, jusqu'à revenir sur des taux directeurs plus souples ou plus avantageux pour l'économie américaine. En somme, il explique de son mandat qu'il reviendra à des taux plus avantageux pour l'économie, pour les marchés financiers et pour la consommation des ménages en général, évidemment. Donc ça, c'est des choses qui sont à prendre. En fonction de votre interprétation, vous pouvez jouer la hausse ou la baisse, pour le coup, allez savoir. Néanmoins, ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que l'idée de la stabilité des prix peut passer par une augmentation de la masse monétaire. Entre guillemets, ce qui s'était passé lors du crack Covid de 2020-2021, toute la période, en fait, la crise du coronavirus, l'objectif de la Banque centrale était, en fait, de soulager et de pouvoir combler les déficits de production des États, et notamment l'État français, européen, tout le monde a fait à peu près la même chose aux États-Unis, pour combler les déficits de production liés au Covid, et pour cela, ils ont en fait fait ce qu'on appelle la planche à billets. Ils sont allés un tout petit peu plus loin, peut-être un tout petit peu trop loin, et c'est surtout ça qu'on tend à dire dans les médias, notamment traditionnels et même spécialisés, ces fameux hélicoptères monnaie où on a donné à plusieurs reprises, 2 reprises me semble-t-il, quelques $1 500 et $1 000 aux Américains, juste pour, entre guillemets, booster la consommation, ni plus ni moins. Ceci a été extrêmement bien pris par le marché, et peut-être trop bien pris par le marché, vous pouvez l'entendre. Or, aujourd'hui, il y a quelque chose en fait qu'on oublie, je pense, et notamment sur comment les marchés financiers fonctionnent et comment en fait on s'attend par rapport à des mouvements de volatilité ou des mouvements directionnels par rapport au prix. On a juste peut-être mis le curseur ou l'œil du mauvais côté de l'histoire. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose de capital que j'aimerais vous dire. En réalité, les banques centrales ont un impact, et un seul impact majeur, un pouvoir si vous voulez, ou un moyen, sur une seule chose. C'est la faculté de pouvoir briser la demande. C'est ça en réalité le pouvoir des banques centrales. Le pouvoir des banques centrales, c'est pas de réduire l'inflation. Le pouvoir des banques centrales, au-delà d'avoir des mécanismes d'impression monétaire ou de quantitative easing ou de tapering ou de tout ce que vous voulez, c'est l'idée d'avoir une arme destructrice qui s'appelle casser ou briser la consommation, briser la demande. Or, il y a quelque chose qui se passe actuellement. Il n'y a aucun problème de demande. Il n'y a pas de problème de consommation. Ce que nous vivons actuellement, c'est plutôt des problèmes d'offres. Et en réalité, l'inflation qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ce n'est pas des problèmes de demande, ce sont des problèmes d'offres. Offre par rapport aux matières premières, offre par rapport aux semi-conducteurs, dans l'automobile, dans les microprocesseurs, dans les ordinateurs, dans les téléphones portables, dans tout ce qu'on touche aujourd'hui et dans quasiment toute la technologie qu'on achète au quotidien, notamment dans l'automobile, bien évidemment, des problèmes de ressources naturelles, comme le pétrole ou le gaz par rapport au conflit en Ukraine et aux portes de l'Europe, par rapport à la Russie. Donc, ce sont des problèmes d'offres et en aucun cas des problèmes de demande. Or, on essaye aujourd'hui de résoudre des problèmes d'offres en impactant directement la demande. Pourquoi ? Parce que c'est le seul moyen pour les banques centrales de réduire l'inflation. Ni plus ni moins. Les solutions, en réalité, elles existent. Et c'est ça qu'il va falloir qu'on regarde ensemble. La première solution, c'est l'augmentation de la production. Et notamment l'augmentation de la production pétrolière. On l'a vu par rapport à Luke Wall, il avait fortement diminué. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de l'OPEP, il y a eu des accords de doubler, voire tripler la production de pétrole. Donc il y a eu un impact direct par rapport au cours du pétrole, qui se maintient proche des $100, en dessous des $100, prix psychologique bien évidemment. Ça aura un impact directement sur l'inflation. Il y a aussi une deuxième chose, c'était réouvrir des centrales nucléaires, notamment en France, mais qui pouvaient potentiellement bénéficier à l'ensemble de l'Europe. Lier des nouveaux partenariats, également avec les pays d'Afrique, et notamment avec les pays d'Algérie. Et ça, c'est super intéressant ce qui est en train de se passer. Parce que si Emmanuel Macron, aujourd'hui, est parti faire un petit tour en Algérie, c'est pas pour aller serrer la main à notre ami et au président algérien. L'objectif, c'est de récupérer son gaz. Et c'est clairement aujourd'hui la poule aux œufs d'or. L'Algérie le sait très bien. Mais il y a quand même des choses qui se sont passées juste avant, et ça n'a pas échappé, ça vous a probablement pas échappé, c'était juste ici, me semble-t-il, Macron et Algérie, c'est exactement ça. Macron et Algérie, la question des quotas de visa sur la table de négociation. En somme,
Ça vous a pas échappé, mais il y a 1 an ou 1 an et demi en arrière, les quotas en réalité par rapport au visa Algérie-France a été diminué par 2, divisé par 2, sans aucune raison valable. Je ne sais pas si vous l'avez entendu ça ou si vous l'avez lu. En somme, c'est une arme pour Emmanuel Macron d'aller négocier en Algérie. Donne-moi ton gaz ou vends-moi ton gaz et j'ouvre encore au niveau des quotas. Parce que ce qui s'est passé, je crois qu'on est passé de 200 000 ou 250 000 à 66 000 en l'espace de 3 mois et demi. Et c'est clairement une arme redoutable pour pouvoir ouvrir les vannes et avoir des points, entre guillemets, de négociation par rapport à des pays producteurs gazéifiés. Aujourd'hui, l'Algérie est un des principaux garants ou a les principales réserves mondiales, me semble-t-il, c'est le premier ou le deuxième réserve mondiale de gaz dans le monde. Or, problème d'infrastructure, problème de transport, problème de gaz gélifié, gazéifié, etc., ou sous forme liquide, donc des difficultés pour pouvoir l'acheminer, malgré qu'on achète du gaz, nous, mais ça représente en fait très peu par rapport à la France. Mais l'Italie, par exemple, ou l'Espagne ont des gazoducs, un petit peu comme Nord Stream 1 et Nord Stream 2 par rapport à l'Allemagne vis-à-vis de la Russie. Et les Italiens, grâce à notre ami Mario Draghi, est déjà parti négocier en réalité l'intégralité des achats en gaz pour pouvoir son pays, pour pouvoir couvrir l'hiver. Donc l'Italie n'aura pas de soucis entre guillemets de gaz cet hiver. Or la France, on pourrait en avoir des petits soucis. L'Espagne également n'aura probablement pas de soucis, ont déjà scellé. La question qui se pose, et ce qui est en train de se passer actuellement, c'est que peut-être que l'Algérie n'a plus en réalité de possibilité de production pour pouvoir répondre à la demande d'Emmanuel Macron, ou en tout cas répondre à l'Europe. Dès lors, qu'est-ce qu'on fera à ce moment-là? Et on est bien en train de travailler actuellement sous nos yeux un problème d'offre et non pas un problème de demande. Et bon, on fera ce qu'on a toujours fait. On fera des compromis. Que ce soit avec l'Italie, que ce soit avec l'Espagne, que ce soit avec les autres pays, entre guillemets, d'Europe, que ce soit avec l'Algérie, que ce soit potentiellement avec la Russie, sur les pays de l'Est de l'Europe, et éventuellement avec les États-Unis par rapport au pétrole. Mais chaise gardée, les États-Unis gardent bien évidemment précieusement leurs denrées, et notamment pétrochimiques, de leur côté, et ne l'utilisent pas d'ailleurs, malgré un pétrole, un baril de pétrole au-dessus des $100. Voilà la situation dans laquelle on est. On n'est pas sur un problème de demande, on est sur un problème d'offre, et actuellement les actions qui sont menées par la Banque centrale, c'est clairement des actions pour pouvoir, entre guillemets, briser l'offre. Et c'est exactement le contraire qu'on fait actuellement au niveau de la Banque Centrale Européenne. Le fait de ne pas réaugmenter les taux aussi fort que la Banque Centrale Américaine, c'est parce qu'on essaye d'abord de résoudre des problèmes d'offres. Donc de dire que la Fed a eu raison et que la BCE a eu tort, je ne suis pas complètement d'accord avec cela. J'espère que je vous ai aidé. J'avais noté ça, je trouvais ça très intéressant de vous en parler. On fait juste une action, parce qu'on voulait qu'on parle de l'action Block Inc., vous savez, de Jacques Dorsey. C'est Tony Boy qui voulait qu'on en parle par rapport à l'ex-Square, en réalité ancien fondateur de Twitter. Oui, avec grand plaisir d'en parler très rapidement. Donc c'est L-Block maintenant, ou c'est Block maintenant, INSEE. Donc on en avait parlé dans une vidéo assez récente et on finira la vidéo là-dessus. C'est Block INSEE juste ici. Est-ce que c'est intéressant ou pas d'investir là-dedans? Oui, ça a été, me semble-t-il, introduit en bourse en 2015 exactement. On prend nos Fibo, donc c'est relativement jeune en réalité. C'est une grosse valorisation. Allez voir bien sûr sur Boursorama ou sur Bourse Direct, etc. par rapport au PER. Alors probablement que maintenant le PER est plutôt intéressant vis-à-vis de la capitalisation. Mais on va tracer nos Fibo, toujours la même chose. Oui, c'est très intéressant. Et c'est en fait encore plus intéressant si vous appréciez les cryptoactifs parce que en fait ils militent de façon extrêmement forte. Je vais essayer de retrouver mon Fibopé, me semble-t-il, voilà. S'ils militent en fait de façon extrêmement forte par rapport aux cryptoactifs, donc acheter entre guillemets ici du bloc plutôt que de l'acheter ici ou Square à l'époque, ça peut être bien évidemment une excellente localisation, sachant que vous avez d'ailleurs eu votre petit W Weekly, vous prenez le bullback. En réalité, si vous n'achetez pas ici parce que ça vous intéresse, et en réalité vous regardez cette action depuis ici, vous avez une excellente point d'entrée. Toujours la même stratégie, si vous voulez poser la question. Si ça m'intéresse, j'achète maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a un roi typique ici qui est en train de se positionner sur un magnifique W en weekly. Derrière, je mets 25% de ma position. Je reprends toujours la même chose. 1000 €, ici 250 €. Potentiellement ici, et ce serait peut-être intéressant d'aller la chercher. Mais pour le coup, on avait déjà cherché les acheteurs à découvert ou les futurs millionnaires juste là. Donc soyez vigilants. On pourrait le faire plus tard. On pourrait faire ce type de choses. Vous voyez?
tac, et voilà, et repartir un peu comme ça. Exactement ce qui s'est passé ici, c'est quelque chose de très fréquent. Malgré que c'est quand même, je crois, 70 milliards de valorisation, me semble-t-il, bloc maintenant, hein, c'est bien plus que Twitter, hein, rappelez-vous. On pourrait potentiellement aller chercher de la liquidité, juste ici, dans les trous du volume profile, et puis après, vous avez les 886 qui sont très très souvent rachetés. Mais si on vient les chercher et on vient les transpercer, généralement, c'est qu'il y a des problèmes structurels par rapport à la boîte. Or, elle est plutôt pas mal, cette boîte, me semble-t-il, et ça fonctionne plutôt bien. D'ailleurs, ils ont racheté, je crois, pour 30 milliards, une boîte de paiement en Australie. Bref, tout va bien pour Block. Donc, si ça vous intéresse, évidemment, bon, personnellement, ça m'intéresse, et probablement que je vais en acheter. Merci de me l'avoir remis sous les yeux. On fait un petit travail, si tu veux, fondamental là-dessus, avec grand plaisir de le partager avec toi, ok? Et on essaye potentiellement de se positionner sur cette action. Est-ce que c'est intéressant d'y mettre une petite pièce? Toujours la même chose, jamais plus de 2 ou 4% de son capital d'investissement sur une idée d'investissement dans sa globalité. En somme, je mets potentiellement 0,5% de ma position ici, de mon capital, 0,5% de mon capital, 0,5% de ma capitale, ou j'attends une magnifique structure en WQI, parce qu'on ne sait pas de quoi est fait l'avenir, bien évidemment, on ne sait pas si ce truc va pas mourir dans les bas-fonds du désespoir, et toujours dans une optique de diversification. L'idée d'investir là-dedans, c'est un petit peu comme investir dans MicroStrategy. Ne vous diversifiez pas avec du MicroStrategy si vous voulez diversifier du Bitcoin, parce qu'aujourd'hui, la quasi-totalité de la reconnaissance qu'on a dans MicroStrategy, c'est lié à ces réserves de Bitcoin, en réalité, ni plus ni moins. Donc si Bitcoin chute, généralement MicroStrategy chute. Or, il y a des choses qui sont en train de se passer, qui sont très intéressantes sur MicroStrategy, ou encore Riot, si vous voulez potentiellement des actions blockchain. Ici, MicroStrategy. Voilà, MSTR. Juste là, vous avez en fait des magnifiques rebonds, et c'est clairement ce qu'on aurait pu espérer potentiellement sur Bitcoin. On a des magnifiques rebonds qui sont relativement puissants, et Bitcoin, on aurait bien voulu qu'il fasse ça et qu'il arrive sur ses 30 000 ou 33 000 $. Bah, malheureusement, il ne l'a pas fait. Mais voilà, clairement, c'est des choses qui peuvent être intéressantes, peut-être précurseurs de ce que pourraient potentiellement faire les cryptoactifs et potentiellement faire le Bitcoin. Si ça vous intéresse, attendez potentiellement votre petit roi de pique. Il tend à venir de façon extrêmement forte. On en avait parlé sur quelques cryptoactifs, on parlait potentiellement de Chiliz. Si ça vous intéresse, bah, attendez ce type potentiellement de pullback. Si vous vouliez acheter dans TRB aussi, Taylor, vous pouvez aussi attendre ce type de pullback. J'espère que je vous ai aidé, j'espère que je vous ai gommé quelques biais psychologiques, et on se retrouve lundi dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao.